Alors bonsoir et merci pour cette introduction, Monsieur Champagne. Oui, je suis Françoise de Dion, je suis professeure en littérature francophone à l'Université Concordia depuis bientôt 25 ans. Et je connais Emmeline depuis plusieurs années également. Et je l'ai connue sous plusieurs uniformes. Elle a tenu un restaurant Caraïbes à Montréal. Elle est autrice et essayiste. Et elle est aussi quelqu'un dont j'ai vu la soutenance de thèse à l'époque parce que moi aussi je m'intéressais aux romans policiers. Et elle est aujourd'hui, comme l'a dit Monsieur Champagne, professeure à l'Université de Montréal et toutes mes félicitations. Merci. Je vais ajouter aussi que Emmeline est ce que la Caraïbe peut produire de mieux. Elle est née en Guadeloupe, comme moi, d'origine dominicaise, et on parle bien de la Dominique et non pas de la République dominicaine, et haïtienne. Donc vous avez là un condensé de nos mères d'outre-mer. C'est ça. Alors j'ai été très heureuse quand elle me l'a demandé d'accepter tout de suite de participer à cette conversation. D'abord parce que l'ouvrage est passionnant. J'ai appris beaucoup de choses et je t'en remercie. Mais aussi, je pense que c'est un livre qu'il va falloir garder dans sa bibliothèque longtemps, dans la mesure où il pose les piliers d'une réflexion importante sur l'idée de roman policier. Et d'ailleurs, Émile, c'est la première question que je voudrais te poser. Tu as intitulé ton livre Le polar de la Caraïbe. Pourquoi le polar et pas le roman policier? Est-ce que tu peux nous expliquer la différence et le choix de ce terme? Alors déjà, merci pour cette question, merci pour votre accueil. Bonsoir à toutes et à tous et merci à la librairie Le Port de Tête de nous recevoir. Alors pourquoi est-ce que j'ai nommé mon livre Le polar de la Caraïbe francophone et non le roman policier? Parce que je considère que le roman policier est très très large en fait comme appellation. Sous ce terme, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de compartiments qu'on peut ouvrir. Ça peut être le roman à énigmes, à la Agatha Christie, ça peut être aussi le roman noir, pour moi c'est même le synonyme du polar, ou le roman à suspense. Et moi, je me suis vraiment plus attachée au roman noir. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Ceci étant dit, c'est vraiment ma définition parce qu'il n'y a pas nécessairement de consensus autour de la définition du roman policier. Mais voilà, le polar, pour moi, c'est le roman noir et c'est pour ça que je m'y suis intéressée. Alors, dans cet ouvrage, je crois que tu étudies à peu près 14 romans de plusieurs régions, hein, Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Peut-être nous dire si, a priori, il y a une différence au sens large entre ces différentes régions et leur accès à ce genre littéraire qui est le polar. Alors en fait, déjà, il faut savoir que alors on pourrait rassembler peut-être Guadeloupe, Martinique, Guyane sous une bannière parce que ce sont des départements français d'outre-mer. Bon, selon les îles, le statut a un peu évolué, mais le rapport à la France est encore vivace. Donc ça, c'est un élément important. Et de notre côté, le polar d'Haïti. Alors, en Haïti, en fait, le genre, il a commencé à être exploré un peu plus tard que les Antilles françaises. On peut relever, l'un des premiers textes qu'on peut identifier comme étant du roman policier a apparu dans les journaux, en fait. Hein. C'est un certain d'Ambreville qui l'a fait dans les années 60. Puis après, on va considérer, on va faire un grand bond dans l'histoire, mais on va vraiment considérer que le genre se développe avec Gary Victor. Hein, je fais vraiment une histoire très très courte. Donc là, on tombe dans les années 2000. Donc c'est un genre qui est très très peu exploré en Haïti, alors que dans les Antilles françaises, là on peut remonter quand même à beaucoup plus longtemps, dès le début du XXe siècle. Tu m'as déjà parlé d'ailleurs d'un texte que tu as découvert à la BNF il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, pardon. Donc il y a une production quand même qui se fait, même dans les années 80, les années 50, on trouve quelques romans policiers. Il se développe de façon plus constante dans les années 90 et
aux Antilles françaises ainsi qu'en Guyane, il y a aussi des maisons d'édition qui viennent soutenir cette production. Donc on a quand même des différences en ce qui concerne l'accès du genre et aussi même l'historique du genre. Et après, en ce qui concerne les thématiques, on est dans des choses très très différentes puisque le statut des îles va conditionner quelque part la manière dont les auteurs vont explorer ce genre-là. Alors, merci pour cela. Donc, ce livre, comme je l'ai constaté, donc il est à peu près divisé en 4 chapitres. Un chapitre consacré un peu à l'histoire de ce polar caribéen. Et un chapitre qui m'a particulièrement intéressé, c'est le chapitre 2 sur l'idée de violence. Et c'est vrai que quand on parle roman policier, on pense violence. Et cette violence, on peut se demander là aussi, est-ce qu'il y a une manière caribéenne de représenter la violence à travers ces ouvrages, violence criminelle, j'imagine, mais est-ce la seule? Et comment cette violence se démarque-t-elle dans le polar caribéen par rapport à la violence, je ne sais pas moi, dans le polar américain, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut dire quelques mots là-dessus? Oui, alors en fait la violence dans l'espace caraïbe, elle a quelque chose de singulier, en tout cas dans la façon dont les auteurs la représentent, c'est qu'elle est liée à l'histoire avec un grand H en fait. Ils reviennent toujours à la violence originelle qui est celle de l'esclavage. Donc ça, je dirais que c'est le point vraiment, vraiment central. Alors, dans le cas du roman haïtien, particulièrement, l'histoire ancienne, la mémoire de l'esclavage, elle est là, mais vraiment en filigrane. Ce qui compte et ce que les auteurs, en tout cas Gary Victor, ce qu'il veut vraiment, ce sur quoi il veut mener l'enquête, c'est la violence contemporaine. Hein, donc les effets, par exemple, du vallérisme, il est vraiment plus ancré dans un présent récent. Alors que chez les auteurs antillais-guyanais, il y a toujours cette réminiscence du passé esclavagiste d'une façon ou d'une autre, même si les textes sont entrés dans le présent, même si je pense notamment à un texte comme celui de Tony Delcham qui s'appelle Chauve qui peut hacher le chair et qui met en scène une enquête policière autour de la venue de 2 ministres français qui étaient en déplacement à Martinique. Donc c'est une histoire qui s'est passée pour de vrai. Et d'ailleurs dans le roman, ce sont les vrais noms des ministres qui étaient là. Donc je trouvais ça plutôt audacieux hein, déjà. Donc il y avait toute une histoire de terrorisme autour de ça. C'était autour de 2009 si ma mémoire est bonne. Mais quand même, au fur et à mesure de l'enquête, il y a toujours ce rappel à savoir, mais l'histoire de la Martinique, l'histoire du terrorisme, telle qu'elle est présente actuellement, est-ce qu'elle n'a pas quelque chose à voir avec ce passé colonial? Est-ce que, par exemple, les revendications indépendantistes, parce qu'il y a aussi ça, on va revenir tout à l'heure, les revendications indépendantistes dans les Antilles françaises, ça revient tout le temps. Est-ce que, quelque part, c'est pas ce qui réactive un sentiment d'injustice et qui fait que aujourd'hui on se retrouve dans la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire délinquance d'un col blanc, impunité, trafic de drogue, voilà. Donc la violence contemporaine, elle est toujours d'une façon ou d'une autre liée à cette violence passée. Et cette violence-là, en fait, elle est tellement ancrée dans ce passé-là que les enquêteurs, ils vont toujours faire un lien, donner des dates, rappeler des événements historiques précis pour bien montrer qu'il y a un lien qui s'opère entre les deux époques. Alors, si je comprends bien, donc la période esclavagiste, du moins pour la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe, ça serait l'esclavagisme comme le crime originel, dans lequel donc découle tout ce qui va suivre. Dans les crimes qui sont commis, donc tu en as cité quelques-uns, col blanc, terrorisme, etc. Est-ce que, de ce point de vue-là, on a aussi une espèce de radioscopie de la société, des criminels qui l'habitent? Et si ces criminels l'habitent, d'où viennent-ils? Ah oui, alors les criminels, ils viennent de toutes sortes d'endroits. Alors, dans le cas des Antilles françaises, souvent ce sont des locaux. C'est ça, ce sont des locaux. Alors, il y a plusieurs choses.
J'ai répertorié des textes qui sont produits par des auteurs blancs créoles. Et chez nous, ça a toujours beaucoup de sens, l'appartenance, je vais mettre plein de guillemets, mais ethnique. Ces auteurs-là ont tendance à mettre en scène l'élite locale, blanche, créole, et les crimes se déroulent dans ce milieu-là. Hein. Que ce soit les victimes ou les criminels, ce sont des blancs créoles, hein, grosso modo. Dans le reste de la population, c'est toujours un petit peu plus complexe, mais on en arrive toujours au fait que ceux qui commettent les crimes viennent de l'intérieur. Par contre, ce qui est à noter, c'est que souvent les suspects, on considère que ce sont des étrangers, dans plusieurs cas. Je pense notamment au roman guyanais, qui s'appelle Après la mangrove, où on a pensé pendant très longtemps que le coupable, en tout cas les coupables, c'était des immigrés clandestins qui venaient du Guyana. Et ça, j'ai vu la même chose aussi chez Raphaël Confiant. Dans son roman qui s'intitule Du riz-fifi chez les fils de la veuve, on a pensé que c'était des Haïtiens. Et puis je peux en donner encore d'autres exemples comme ça. Vous voyez, donc les suspects sont souvent pointés du doigt. On pense qu'ils viennent de l'extérieur, mais finalement c'est une critique de ce point de vue un peu xénophobe qu'on retrouve dans ces îles, pour montrer que soit ce sont des fois des métropolitains ou des locaux en fait qui sont à l'origine de ces crimes-là. Et donc dans ces crimes-là, on parle de crimes de sang, de crimes sociaux, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qui t'a frappé le plus dans la représentation de ce qu'est un crime? Alors, il y a toutes sortes de choses. On a des crimes assez scabreux, hein. On peut penser des égorgements, des choses comme ça. Donc voilà, des choses classiques. On a des empoisonnements aussi. Des fois, c'est le fait de personnages féminins. Donc oui, voilà, ça aussi c'est très très classique. On a des crimes par arme à feu aussi. Il y a des enlèvements, des kidnappings. Ce sont des crimes en fait finalement assez classiques qu'on retrouve dans les gens, mais les motivations peut-être le sont un peu moins. Alors, tous ces crimes, est-ce qu'ils trouvent à la fin une forme de punition est-ce qu'ils sont punis? Est-ce qu'il y a une forme de justice qui s'applique? Et si elle s'applique, est-ce que c'est une justice officielle, non officielle? Comment vois-tu ça? Alors, la question de la justice dans les Caraïbes, vaste question, parce que ce sont des sociétés qui sont nées d'injustice et qui continuent comme ça à évoluer sur ce substrat. Ce qui fait que très souvent, en fait, les châtiments ne sont pas toujours appliqués. Alors, deux choses, soit ils sont appliqués, mais pas nécessairement par les bonnes personnes, c'est-à-dire par l'institution policière. Donc, exemple, dans le cas haïtien, c'est systématique que celui qui va rendre la justice, ce sera le policier lui-même, qui est en fait le seul policier intègre de toute l'histoire. Il exécute les suspects. En fait, il représente à lui tout seul l'institution policière. Okay. Et puis, il faut dire qu'à un moment, je pense à un roman qui s'appelle Saison de porc, qui raconte une histoire de trafic d'organes. Il a bien voulu faire en remettant un des suspects à la justice, mais assez rapidement, ce suspect a été libéré. Donc il se dit, tant qu'à y être, je vais m'en occuper moi-même. Donc il y a ce cas de figure. Et puis ce qui arrive également, c'est que très souvent, on n'est pas sûr de l'identité du coupable. Ça, c'est quelque chose qui arrive à quelques reprises, je pense. J'ai parlé tout à l'heure de Chofki Pehachel-Cher, mais c'est précisément ça. Cette histoire de terrorisme se termine en fait sur une non-résolution de l'enquête. Hein. Parce que je crois que le message sous-jacent, c'est que l'impunité se poursuit quelque part. Et puis, il y a des cas un peu plus classiques où le criminel est arrêté, mais c'est vraiment très, très rare. C'est même pas représentatif de l'ensemble du corpus. Ok. Et puis, est-ce que... Alors, donc, tu as fait une différence entre Haïti, nation indépendante, et ce qu'on appelle les départements d'outre-mer.
Mais il me semble aussi que tu fais une différence aussi entre ce qui se passe en Guyane, qui est donc sur le continent, versus ce qui se passe sur les îles. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus, justement, sur la façon dont se déroulerait un roman policier en Guyane, qui le rend différent de la façon dont il pourrait se dérouler dans les îles Caraïbes? Alors, bon, déjà, il y a la représentation de l'espace qui est complètement différente. On retrouve souvent l'univers de la forêt. C'est un endroit qui est dépeint comme étant menaçant, mais aussi menacé. On retrouve aussi l'espace de la base de Kourou. Hein, donc il y a toute qui est souvent investi par des personnages métropolitains. D'ailleurs, je précise que... Est-ce que vous savez c'est quoi la base de Kourou? Oui, c'est Faut vrai. leur Merci, dire. merci, précise. Là, il y a la navette spatiale, la base spatiale, en fait, voilà. Et en fait, c'est un milieu qui est complètement investi par les métropolitains. Les Guyanais, créoles, finalement, ne sont pas très, très présents. Hein, donc, c'est une survivance aussi de ce rapport colonial qui dit pas son nom. Et puis, je précise que la totalité du corpus guyanais est le fait de métropolitains aussi. Ce qui fait que plusieurs enquêteurs sont aussi métropolitains. Donc, peut-être que le regard est différent. C'est un regard intérieur-extérieur, alors que dans un corpus caribéen, enfin antillais, on a des auteurs qui viennent de ces îles et qui peuvent mettre en scène des binômes métropolitains, antillais. Donc il y a peut-être plus de nuances, plus de diversité aussi dans le profil des enquêteurs, ce qu'on retrouve peut-être pas nécessairement dans le roman guyanais. Euh, alors je vais passer au chapitre le plus extraordinaire, à mon avis, qui est consacré au surnaturel. Alors effectivement, on se pose la question, un roman policier, on connaît la légende de Sherlock Holmes, Agatha Christie, la réflexion logico-déductive. Qu'est-ce que vient faire le surnaturel là-dedans? Et est-ce que c'est une caractéristique, à ton avis, fondamentale de ce polar caribéen? Alors, la présence du surnaturel, je dirais, dans l'espace caribéen, elle est tout à fait, on va dire, normale. Ce qui fait que on ne devrait même pas être étonné, hein, si on regarde objectivement les choses, de la présence du surnaturel dans le polar. Sauf que c'est une entorse du genre. Ça, on est tout à fait d'accord. Alors, ça dépend des îles. On revient toujours à la même chose et des territoires. Dans le cas d'Haïti, il est clair que le vaudou est présent. D'ailleurs, c'est revendiqué par l'auteur. Il a créé une trilogie de polar vaudou, donc c'est quelque chose qui est clairement assumé. Alors, on pourrait penser que grâce au vaudou, il va pouvoir résoudre ses enquêtes. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Il est extrêmement critique à l'égard du vaudou, qu'il dépeint de façon négative. Néanmoins, il ne rejette pas ce savoir-là, puisque à un moment, il est un petit peu coincé, même très coincé, et il va aller voir un boko, donc un prêtre vaudou, pour lui demander soit de lui donner un poison pour pouvoir finalement exécuter un suspect coupable pour lui, soit de lui faire une espèce de garde, de le rendre invincible. Ou encore, à un certain moment, ce n'est pas nécessairement du vaudou, mais il y a des situations qu'il ne parvient pas nécessairement à expliquer. Il se dit, je ne peux pas mener mon enquête de façon seulement objective à l'occidental. C'est vraiment, je cite de mémoire cet enquêteur. Néanmoins, je dois rester logique. Donc, ce qui arrive, c'est que il ne parvient pas à expliquer tout nécessairement, mais il va mener son enquête de façon rationnelle. Il va faire des filatures, il va interroger, il va confronter les suspects. Donc, au final, le vaudou ne va pas nécessairement l'aider à résoudre son enquête, elle va plutôt peut-être l'aider dans son cheminement, hein, à faire face à l'adversité, puisqu'il est vraiment, je répète, le seul qui se dresse contre vraiment l'impunité générale. Dans le cas des Antilles françaises, là, c'est différent.
Si on regarde notamment, Tony Deschamps, il a pas mal fait. Euh, les auteurs vont mettre en scène des enquêteurs qui vont aller chercher de l'aide auprès de quimboiseuses. Donc les quimboiseuses, ce sont l'équivalent des devineresses, si je peux trouver un mot comme ça. Je ne sais pas trop comment, enfin créole, je sais ce que ça signifie, mais c'est toujours difficile d'expliquer en français, en fait, d'avoir un équivalent. Si tu en as un qui est meilleur que moi. L'expression quimboiseur, ça veut dire tiens, bois. Tiens, bois, oui, c'est vrai. Alors, je te donne ça, tu bois, tu vas être guéri, ou tu auras ce que tu veux. Et au fond, c'est la bonne vieille sorcière du Moyen-Âge, ou le sorcier du Moyen-Âge, si on devait donner un équivalent européen. Mais en fait, je crois que c'est l'équivalent des beaux-corps haïtiens. Un peu, voilà, c'est ça. On va dire voilà, comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les enquêteurs, il y a deux postures. Soit ce sont dans un cas précis, une quimboiseuse qui va venir à la rencontre des enquêteurs et qui va leur donner des indices. Et ce sera à eux de faire leur travail d'enquêteur, en fait, pour les interpréter. Maintenant, comment ça se fait que cette quimboiseuse soit là au moment M, au moment où cet enquêteur en a besoin? L'histoire ne le dit pas, mais le fait c'est qu'elle est là et ces indices sont absolument fondamentaux pour permettre à ce que voilà, l'enquête soit résolue. Dans un deuxième cas, l'enquêteur se trouve dans l'Hexagone, donc en France métropolitaine, et ça c'est plutôt intéressant parce que c'est lui qui va aller chercher des indices auprès d'une séancière qui consulte en cachette, puisque ça ne fait pas très, très sérieux selon son institution. Et pourtant, c'est le même principe, à savoir qu'elle va lui donner encore des indices et ça sera à lui de les interpréter. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment un coup de baguette magique où tout à coup, la quimboiseuse va arriver et va lui dire c'est ce coupable ou cette personne. Il doit quand même faire son travail. C'est comme si un peu ces deux savoirs travaillent main dans la main, quelque part. Et il y a un dernier cas qui me vient peut-être à l'esprit. Il s'agit de Fortuné Chalumeau. Je sais que c'est un auteur que tu n'aimes pas, mais j'ai travaillé sur lui. Et donc, lui va mettre en scène une prêtresse vaudou. Et lors, bon, je sais, on pourra en discuter, et lors d'une cérémonie, il y aura le nom de coupable qui va sortir. Mais c'est partiel, il y en a 3, il y en a 1 sur 3. Hein. Donc vous voyez, c'est toujours voilà, à double tranchant. Hein. Donc c'est ce qui me fait penser que pour ces auteurs, en mettant en scène comme ça le surnaturel, c'est une façon quelque part de les légitimer et de questionner un peu cette idée que ce soit la logique, la démarche logique, logico-déductive qui soit prééminente. C'est vrai ce que tu dis, mais il me semble que tu expliques aussi qu'au fond, le recours au surnaturel, c'est aussi la source du suspense, parce Absolument. que quelque chose se produit, un crime, et au départ, on est rempli de questions. Et le crime est d'autant plus étonnant qu'il est entouré de mystères et qu'on peut croire au surnaturel tellement il est bizarre. Hein, il me semble que c'est un ressort de l'action que tu avais décrit également. Je voudrais aussi peut-être interroger avec toi le personnage de l'enquêteur. Alors tu en as décrit quelques-uns, notamment l'enquêteur chez Gary Victor, hein, dans la trilogie Dieu soit loué, il s'appelle. Dieu soit loué, oui. L'inspecteur, Dieu soit loué, il est inspecteur, je crois. C'est ça, oui. Est-ce qu'il est toujours un professionnel de l'enquête? Est-ce qu'il est un amateur? Est-ce qu'il est une victime qui enquête? Quels sont les cas de figure que l'on retrouve au sein du corpus que tu as étudié? Alors, on a un petit peu de tout. On a autant les professionnels qui travaillent en équipe, les duos classiques, version antillais, c'est-à-dire antillais métropolitain, ça revient vraiment très souvent. Sinon, on a aussi des journalistes. Ça, c'est aussi une figure classique du genre qui va reprendre une enquête qui a été bâclée par la police officielle. Ou encore, on a la figure d'un détective, mais qui n'est pas très sérieux,
Mais on retrouve quand même ce détective-là. Et lui, il réussit son enquête grâce à des femmes qui travaillent dans l'ombre. Donc ça, on pourra aussi y revenir. On a des enquêtrices non officielles. Elles sont quand même assez nombreuses. Et puis, on retrouve aussi des personnes vraiment lambda, le citoyen qui va accompagner l'enquêteur. C'est souvent ça, en fait. Donc, grosso modo, je dirais que le représentant de la loi, il est majoritaire, mais il ne mène pas son enquête seul. Alors toujours en ce qui concerne l'enquête, je reviens à une citation que j'aime beaucoup là de Jean-Patrick Manchette, là, l'auteur Oui. de Polar, justement, qui dit que le polar est un roman d'intervention sociale très violent. Dans cette enquête contre les criminels, est-ce qu'il y a aussi une enquête sur la société, sur les sociétés qui sont décrites, et quel genre d'enquête s'agit-il? Et cette fois-ci, je ne me situe pas forcément au niveau de l'enquêteur, personnage du roman, mais de l'auteur, homme ou femme, du roman policier en question. Alors, je considère que les auteurs et la seule autrice, une des rares autrices de Polar, mènent une enquête sur la société, les sociétés caribéennes. Et je crois que c'est beaucoup plus évident dans le contexte des Antilles-Guyane. Et je reviens encore à cette question historique. Il y a certes celle de l'esclavage, mais il y a surtout aussi d'autres éléments beaucoup plus contemporains qu'on connaît moins, qui sont passés sous le radar de l'histoire. Donc, je pense à des grèves qu'il y a eu, qui ont été réprimées dans le sang. Des auteurs reviennent sur ces histoires-là, donnent des dates précises, donnent les noms des victimes. Il y a un auteur aussi qui s'appelle Thomas Cantaloupe, c'est une œuvre un peu plus récente, qui a écrit un roman qui s'appelle Mai 67. Il faut savoir que c'est un crime qui s'est soldé par un massacre. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quel est le nombre de victimes d'ailleurs, entre 80 et 200. Une partie des dossiers sont toujours classifiés. Et cet auteur-là, il revient sur cette histoire, il fait une enquête. Alors, il y a un nom de coupable, ça ne correspond pas nécessairement à la réalité, mais il y a cette démarche-là qu'on retrouve aussi chez plusieurs auteurs. Et je dirais que c'est même presque systématique, en fait, revenir sur des pans méconnus de l'histoire caribéenne. En ce qui concerne Haïti, je crois que c'est surtout montrer l'envers du décor, que ce soit l'impact des ONG, leur présence, les casques bleus, toute la collusion avec les gouvernements, tout ce qu'on sait et dont on ne parle pas vraiment. Les auteurs, ils reviennent sur ces cas-là et puis ils proposent, je pense, leur vision de l'histoire et par le biais d'une enquête. Et je pense à un dernier roman qui est récent, qui s'appelle Képone, de Philippe Godoc, et qui est entièrement consacré au chlordécone. On considère que c'est l'un des plus grands scandales sanitaires du XXe siècle et du XXIe siècle. Il n'y a toujours pas de coupable. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une vraie enquête qui s'est soldée par un non-lieu. Bonjour à mes petits cocos. Et donc en fait, c'est un peu ça, en fait. Je pense que les auteurs et les autrices se transforment à leur tour en enquêteurs. Et donc, pourquoi, alors à ce moment-là, si l'enquête historico-sociale est si importante, pourquoi avoir choisi la forme du polar plutôt qu'un roman classique? Qu'est-ce que le roman policier apporte dans ce cas-là, dans la dénonciation de ces crimes ou de ces situations historiques? Je pense que c'est déjà un genre qui rejoint le plus grand nombre. C'est un genre populaire, apprécié des lecteurs. Donc c'est une façon ludique d'aborder des sujets sérieux, peut-être davantage que de la littérature dite blanche. Je pense qu'essentiellement c'est cela. Et puis ça permet aussi de vraiment de mener une enquête, de se mettre dans une posture d'enquêteur, ce qu'un roman de littérature peut-être blanche ne permettrait pas. Est-ce que tu dirais alors à ce moment-là que les romanciers, auteurs de polar, ont renouvelé le genre? Absolument.
Non seulement ils apportent, ils mettent, en fait, ils sont parvenus à créer des archétypes, des personnages qu'on ne voyait pas généralement dans les romans classiques. On a la figure de l'indépendantiste qui est vraiment un topos, le suspect qui est souvent un immigré clandestin. On a aussi les duos d'enquêteurs antillais, métropolitains, et c'est toujours systématique, c'est-à-dire que l'antillais est là pour expliquer en fait la société guadeloupéenne au lecteur ou à la lectrice qui serait pas familier par le prisme de cet enquêteur métropolitain. Donc ça aussi c'est un topos. On a la figure du Rasta aussi qui fait partie des suspects, mais dans la société antillaise c'est souvent le cas d'ailleurs. Donc voilà, donc au niveau des personnages il y a de nouveaux archétypes qui apparaissent. Au niveau du lexique aussi, je dirais, on peut considérer qu'il y a un renouvellement. On retrouve des termes qui se banalisent dans le genre du polar, tels que le boko, la crémoiseuse, tous ces personnages-là qui interviennent. Et la thématique de l'histoire aussi qui revient, celle de la mémoire de l'esclavage aussi comme topos. Dans ce travail, tu fais aussi, donc c'est en annexe, une entrevue avec Gisèle Pineau, qui est la seule autrice de polar, et donc pour son roman La couleur de l'agonie, que je vous recommande de lire. Qu'est-ce que, à ton avis, quelqu'un comme Gisèle Pineau apporte de différent par rapport au corpus que tu as étudié avant, donc où les auteurs étaient principalement des hommes? Oui, alors elle rejoint le cercle très très fermé d'autrices de polar. On peut mentionner aussi Michel Robin-Clair qui a écrit au vent des fleurs des Cannes quelques années auparavant, qui n'était pas trop dans le noir. Mais Gisèle Pineau, ce qu'elle apporte déjà, c'est qu'elle met en scène une enquêtrice. Donc, je parlais tout à l'heure de ces enquêtrices secondaires, là, qui étaient dans l'ombre de personnages masculins. Et bien là, elle a clairement décidé de mettre en scène non seulement une enquêtrice, une tueuse en série, une autre aussi qui commet un châtiment. Et voilà, il y a des personnages féminins qui sont au premier plan, donc qui occupent un peu tous les rôles. Victime, coupable, criminel, suspecte. Et en cela, elle le renouvelle. Et dans l'entretien, elle dit clairement que c'est un parti pris, c'est un choix. Et elle définit son roman comme étant un polar féministe. Ce que je trouve de plutôt rafraîchissant. Merci beaucoup. Merci pour cette conversation. Et est-ce que peut-être des questions, Lise? Oui, merci. Tu es une véritable... enquêteuse, enquêtrice, Enfin, tu as fait une enquête. Une enquête, voilà. Comment tu dis ça? Une enquêtrice, on va dire ça, voilà. D'accord. Ça semble fascinant, une façon de découvrir aussi les différences entre les différentes sociétés. Je pense que c'est entre les sociétés. Je pense que c'est une façon d'entrer dans le tissu social de ces sociétés. Et je me pose deux questions. Je te pose deux questions. Est-ce qu'il y a à travers tout ça un peu d'humour? Parce que souvent dans les polars, on se permet quelques hors-d'œuvre, soit culinaires ou humoristiques. Et est-ce qu'il y a des tonalités comme ça ou si on est toujours dans le tragique ou etc. Et puis deuxième question, est-ce que ça t'a donné envie d'en écrire toi? Alors la première question, oui, il y a de l'humour, il y a même beaucoup d'humour, ça dépend des auteurs. Mais par exemple, Tony Delcham, il a intitulé l'un de ses polars comédie policière et c'est vraiment hilarant comme texte.
Raphaël Confiant aussi le fait très bien, mais de façon générale, même dans ses textes, dans Du Rififi chez les Fils de la Veuve. Donc les auteurs ne se prennent pas nécessairement au sérieux, ils nous amusent aussi, puisque c'est vraiment ça le genre, c'est divertir, mais en même temps en apprenant des choses. Et puis est-ce que ça m'a donné envie? Oui, j'aimerais bien. Je pense qu'il y a quand même pas mal de sujets comme ça à escaver de l'histoire, donc voilà, j'en dirai pas plus. Oui, bien. Oui, bravo d'abord. Merci à toi. Je vois dans le corpus que les romans vont jusqu'à peu près 2012. Temps de la thèse un peu, la fin du doctorat. Est-ce que par curiosité pour le livre, je ne sais pas s'il y a des choses dedans, ou par curiosité, tu es allé voir ce qui s'est passé dans les 10 dernières années? Est-ce qu'il y a d'autres romans policiers qui sont sortis? Est-ce que c'est la même chose que ce que tu as analysé dans le roman, ou il y a des nouveaux courants, des nouvelles choses qui t'ont intrigué? Oui, absolument. Alors justement, à la fin, tu vois, il y a une bibliographie qui s'arrête jusqu'en 2023. Donc, quand j'ai commencé à m'y intéresser, on était allé un grand maximum, moins de 20 polars à ce moment-là. Et puis, jusqu'en 2023, quand j'ai fait le décompte depuis le début du genre, on n'est pas loin de 100 titres. Il faut savoir déjà qu'il y a des collections qui se sont développées. Pour la petite anecdote, il y a une maison d'édition en Guadeloupe qui s'appelle Nègre Marron, dont j'ai découvert les polars de façon très folklorique dans un marché, un marché nocturne, et au milieu d'Accra et de... C'était génial, et j'étais absolument fascinée par ce mode de diffusion. C'est-à-dire que le genre aussi se développe avec des collections locales. Bon, faut y aller, faut être sur place en fait pour les découvrir, mais ça dit qu'il y a des choses qui ont changé, et notamment en ce qui concerne les thématiques, j'ai noté un intérêt pour tout ce qui touche aux préoccupations écologiques. Puisque bon, c'est même à l'origine de la société antillaise en fait, tous les crimes à l'égard de l'environnement, et les auteurs les investiguent. Une nouveauté peut-être, de plus en plus d'auteurs non antillais investissent le polar. Je pense à un auteur comme Colaniel, il le fait vraiment très très bien. C'est un ingénieur environnementaliste, et il a fait un quatuor sur la Guyane, et c'est vraiment une excellente façon de découvrir cette société. Et là, je raconte une dernière petite anecdote, mais avec les romans guyanais, je me rappelle... j'ai découvert la Guyane sans y être allée encore. Je me rappelle d'une conversation que j'ai avec quelqu'un qui cherchait le nom de la place centrale de Cayenne, qui s'appelle la place des Palmistes, et la personne me décrit la place, et je lui donne le nom. J'ai dit, ah mais oui, c'est sûrement la place des Palmistes dont tu parles. Elle me dit, ah tu connais et tout. J'ai dit, grâce au polar, oui, en fait, parce que c'était devenu vraiment un topos du genre. Donc, il y a eu énormément de changements, et de plus en plus de femmes aussi investissent le genre. Et pour finir, il y a même une collection de littérature jeunesse basée en Guadeloupe. Donc, pas mal de choses ont changé depuis. Merci. Donc, oui. Ils font aussi de la science-fiction. Ils font de la science-fiction, c'est vrai. Et de la fantasy. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Alors, merci beaucoup Emeline. Merci à la librairie de nous avoir accueillis. Merci à tout le monde qui a bien voulu se développer. Ah oui, je tiens à préciser, si tu permets, que la page couverture est la réalisation d'une artiste qui s'appelle Marie-Denise Douillon. Donc, c'est son œuvre. On lui dira. Et puis Emeline va vous dédicacer son livre. Avec grand plaisir. En tout cas, merci à vous. Merci aux éditions du